seule la mairie, puisqu'on va fêter ses 100 ans en 2022, seule la mairie était épargnée dans les édifices publics. Donc, petite caractéristique de la ville, elle était faite d'îlots, elle est encore faite d'îlots qui sont découpés en parcelles, avec des cours communes. On voit encore quand on se balade l'îlot, la cour au milieu, etc. Il y en a deux qui existent encore aujourd'hui à proximité de la place Victor Hugo. Alors j'ai noté ancienne place du marché, dans un îlot non touché par la destruction. Parfois, la densité pouvait être telle, dans certains îlots, en particulier dans le centre-ville, que ceux-ci étaient presque totalement bâtis, c'est-à-dire sans cours. Les cours privatives ou communes ne devenaient alors que de puits de lumière, en fait. Ils servaient de puits de lumière dans ce cas-là. Alors, pour la reconstruction, on a fait appel à plusieurs architectes, plusieurs architectes ont travaillé sur le projet. Alors, j'en cite quelques-uns, même si ce n'ont pas été les acteurs, mais le premier, c'était Martial Guillot, qui a été nommé en 1940 par la municipalité. On ne retrouve aucune trace de son travail. Après, il y a eu Jacques Grébert, dont les projets sont datés de janvier 1941, qui était en charge de la reconstruction de Rouen, notamment. Donc lui, il est un peu plus important parce que les projets qui vont découler font référence à ses travaux. Donc il a travaillé sur un projet avec deux variantes. Tenir compte de l'existant. La vie du centre était le cœur du projet. Et pour ça, je dois vous lire un petit extrait du mémoire. Le caractère de la ville résultant de l'importance des marchés, on doit également dégager le centre pour faciliter l'extension de ces marchés, le stationnement de ces voitures. Et c'est intéressant parce que là, on est... Voilà. C'était déjà un sujet à 6 000 habitants. 6 000 habitants, c'était déjà... Voilà. Bon, il n'y avait pas de direction assistée, c'était peut-être plus dur de tourner. Voilà. Juste sur les noms des architectes, ce qui est intéressant, c'est aussi si un jour on a des rues à nommer, plutôt que de les appeler rue des Poiriers, rue des Pommiers, machin, de donner le nom des architectes de la reconstruction, c'est intéressant. Son plan s'organisait autour d'une grande place destinée au marché et dont l'emplacement correspond à la situation de la place des Belges. Voilà. Et la variante A, celle qu'il préconisait, il déviait la route nationale. Donc, il ne s'appelait pas la route nationale à l'époque, mais il a dévié au nord, puisqu'avant elle passait plus au centre actuel d'Yvetot. J'ai appris plein de choses sur la vie. Pour qu'elle ne traverse plus ce centre-là. Donc elle a été déviée, elle aura été après. Le problème de cette variante, c'est que l'église devenait excentrée, puisqu'elle devenait au nord de la nationale. Donc il avait identifié les plus, les moins, et de ce fait avait travaillé un plan B avec la nationale intacte. Donc c'est ce qui ne sera pas fait après. Donc, ces plans ne sont pas allés plus loin. Il a été remplacé par Roger Millet. Roger Millet, qui est donc un autre architecte des PLG, qui était sur Paris, qui lui, en plus de la reconstruction, a repensé l'aménagement d'un réseau d'égouts et le raccordement obligatoire de chaque immeuble. La reconstruction fait que les îlots vont être un petit peu plus uniformisés, c'est-à-dire soit carrés, soit rectangulaires, et un peu plus importants. Après la libération, il y a 3 modifications par rapport au plan précédent. Il y a les alignements qui vont être revus en 1944. Donc quand on parle d'alignement, c'est justement l'alignement des îlots, des parcelles. Certaines dépassées, d'autres étaient un peu plus de travers, etc. Voilà. La voirie, plusieurs carrefours sont revus, ainsi que la voie qui deviendra la rue du Docteur Roux, qui s'arrondit. La patte d'oie située à l'extrémité nord-est, à l'extrémité ouest du périmètre et par laquelle la rue du Calvaire rejoignait la route nationale déviée est elle aussi modifiée. Un îlot supplémentaire au sud-ouest de la place des Belges, c'est actuellement l'îlot numéro 11 au niveau du cadastre. Îlot situé à l'ouest de la place est et déplacé vers le nord et perd en longueur de façon à ce que celui ajouté se trouve dans le prolongement le long de la place
conservée au sud-est. Donc il y a eu deux axes nord, deux axes nord et deux axes nord-sud, pardon, et un axe est-ouest. Et la déviation de la route nationale qui donc s'est opérée, qui est plus au nord de la place des Belges. Donc ces modifications ont fait l'objet d'expropriations, évidemment, des terrains ou des îlots non détruits par l'ASR, Association syndicale de remembrement. Donc là, ça a fait l'objet de beaucoup de tractations puisqu'il a fallu exproprier. Et le lotissement de nouveaux centres. Alors après, on a eu la redistribution des îlots, des parcelles qu'on a appelées des parcelles géométrisées, c'est-à-dire que là on les a vraiment travaillées, des parcelles nouvellement créées et un parcellaire simplifié. Alors on le voit dans l'annexe qui circule, quand vous regardez, alors je ne sais plus le numéro de page, mais on voit l'avant, l'après, où on voit les parcelles qui étaient un petit peu toutes les formes et après qui deviennent alignées à partir de ce moment-là. Et donc une implantation de manière à ce qu'il y ait toujours un côté de la parcelle qui donne directement sur la rue, pour éviter les petits chemins d'accès. Il y en a encore, mais voilà, l'idée c'est que chaque parcelle avait un accès direct. Donc ça, c'est une modification importante. Ce qui est nouveau aussi, c'est que chaque parcelle accueille un unique édifice. Il n'y a pas plusieurs bâtis sur la parcelle, il y en a un seul, et l'îlot ouvert fut employé comme unité de base à la reconstruction du rectangle ou du carré. C'est-à-dire qu'actuellement, on a encore des îlots ouverts. C'est-à-dire que ce n'est pas entièrement fermé, la cour n'est pas fermée. Il y a cependant quelques exceptions. Il y a des îlots de conception haussmannienne, en pourtour et en ordre continu, avec un cœur libéré de toute construction. C'est un peu redondant, mais ce que je venais de dire. On retrouve ces îlots à Caen et au Havre. À la même époque, les chantiers de reconstruction en France réalisent des projets dans lesquels l'îlot subit cette même évolution. Donc ce n'est pas unique à Yvetot. Donc ça crée des conséquences en termes d'espace privé public. Après, on a travaillé un peu là-dessus aussi, l'espace privé. Sur la limite de l'espace public sur et les l'espace privé, ça c'est très important, c'est qu'on a des époques dans les périodes architecturales. À ce moment-là, on faisait effectivement des îlots fermés, donc on délimitait bien où est-ce que les gens se garaient sur l'espace public ou privé. On a bien vu par exemple plus tard dans la construction du quartier Rétimar, où on n'a pas du tout délimité les espaces, on a mis des immeubles au milieu d'espaces grands ouverts, sans dire aux gens s'ils étaient chez eux ou s'ils étaient sur l'espace public. Ce qui fait que par exemple quand quelqu'un va au sport, il va aller se garer parfois dans les espaces privés du quartier Rétimar parce que les choses ne sont pas délimitées. Et ça peut créer des problèmes parce que les personnes qui habitent le quartier Rétimar, ils considèrent qu'ils sont chez eux. Et à l'inverse, parfois on se gare, et on a l'expérience avec Véronique qui nous le rappelle souvent, parfois certaines personnes vont se garer sur l'espace public parce qu'il y a une place devant chez eux, et en fait ils vont se prendre un PV ou autre, mais parce qu'en fait c'est pas de l'espace privé. Donc ça c'est important, y compris dans les futurs aménagements qu'on aura à imaginer. Et donc, autre changement, cette période a obligé les propriétaires des villes sinistrées à se grouper en associations syndicales. Donc ça, c'est nouveau. Associations syndicales pour le remembrement et ou la reconstruction de leurs biens lorsqu'ils se trouvaient dans un périmètre délimité par le commissaire à la reconstruction immobilière, qu'on appelait le CRI, c'est-à-dire commissaire à la reconstruction immobilière. Ça, c'est la loi de 40 sur le remembrement qui est imposée et non conseillée comme avant. Avant, elle était conseillée. Voilà, c'est ça, hein. Je réagis sur les associations syndicales libres. Aujourd'hui, la ville a répondu à un appel à projet de la région pour restructurer les cœurs d'îlots, parce qu'il y a des problèmes de gestion de poubelles, des problèmes de... Aujourd'hui, il n'y a personne qui met de l'argent, parce que chaque propriétaire a son bout de bâtiment, mais les cours, on ne sait pas à qui elles appartiennent. Et en fait, en 1940 et quelques, il y a eu la constitution de ces associations syndicales, mais on en a perdu la trace dans les actes notariés, etc. Et donc la ville a remis 300 000 € de matière grise, c'est pas de l'investissement, mais de personnes, ce qu'on appelle l'ingénierie, c'est des personnes qui vont venir, qui vont réidentifier les propriétés et reconstituer ces associations de gestion des cœurs d'îlots.
Donc 300 000 euros, c'est bien pour de la gestion, mais nous ce qu'on reproche un peu dans l'appel à projet de la région et dans la réponse que la ville a fait, c'est qu'on trouve que c'est pas très ambitieux, c'est-à-dire qu'ils ont fait une réponse extrêmement administrative de réorganisation des cœurs d'îlots, mais ils n'ont pas mis de l'argent pour investir, pour vraiment, voilà, éventuellement même réhabiliter les bâtiments, etc. Donc, dans les opérations de revitalisation de territoire auxquelles nous on candidatera, il y aura des dispositifs de défiscalisation pour les propriétaires pour réhabiliter les logements de la reconstruction, et il y aura aussi de la possibilité de remettre du foncier sur le marché en première proximité du centre-ville. Voilà, c'est un petit complément, mais vas-y. Donc, pour revenir sur quelques chiffres marquants, je trouve, hein, donc 28% de la ville touchée, ça représente 10 hectares. Je pense que quand on parle de 28%, si on prend la totalité du territoire, parce que je crois que le centre-ville, c'était 60 ou 70%, je crois. Alors, c'est 28% du périmètre. Je crois que tout était quand même concentré sur le centre-ville. C'est possible. Je crois pas, hein, parce qu'il parle de 10 hectares, soit 326 maisons détruites et 113 maisons détruites partiellement. Voilà. Pour 6 000 habitants, l'existence de 3 remembrements partiels s'explique d'une part par des cas plus difficiles que d'autres à remembrer. Le registre des délibérations de l'ASR relate différentes difficultés rencontrées par le commissaire au remembrement qui, à plusieurs reprises, se plaint de ne pas recevoir les informations demandées aux sinistrés. J'imagine qu'à l'époque, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Des imprévus au cas par cas qui entraînent des retards et un décalage dans l'avancement des opérations et qui furent à l'origine d'un allongement des délais. Néanmoins, il est certain que les opérations de remembrement ont toutes été entamées et avancées simultanément. Voilà, donc pour dire que ça n'a pas été, pareil, c'est pas fait en un jour, Rome non plus d'ailleurs. Alors, dans le zonage, on parle de zonage de la ville, il y a 9 zones. Voilà. Et ce qui est très drôle, enfin c'est étonnant, la zone 1 c'était le cœur de ville, et après voilà, ça s'est étendu sur le périmètre. Et à la zone 1, on l'évaluait à 100 francs le mètre carré. Et la zone 9, donc un peu plus éloignée du centre-ville, 35 francs le mètre carré. Alors, voilà. juste ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, nos valeurs locatives, les valeurs locatives sur lesquelles sont basées les taxes qu'on paye, les taxes foncières, sont basées sur ces valeurs-là, parce qu'elles n'ont, enfin, à peu de choses près. Puisque nous, elles datent des années 60, vas-y, combien 70, ouais, je crois que c'est 73 précisément. Et donc finalement, bon là, ça, voilà, quand on divise par 3, bah, nous, en 70, on était peut-être un peu dans d'autres échelles. En tout cas, il faut savoir qu'on a encore des références. Des références comme ça. Et ça vient du ZEV, ce qu'ils appellent les zones d'égale valeur. Dans une même zone, on considère que le mètre carré a la même valeur. Voilà. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc après, s'en est suivi des parcelles donc, qui ont été refaites, privatives, et de là sont nées les copropriétés. Hein, j'ai lu, voilà, je me suis mis une petite note, on aurait dit le début d'une SCI. Le remembrement, Société Civile Immobilière, pour ceux qui ne connaissent pas. Le remembrement se fit en majorité par le biais de parcelles privatives, mais il fut aussi à l'origine de copropriétés. S'il était d'usage d'organiser les bâtiments autour de cours communes à plusieurs propriétaires, chacun de ces derniers possédait son ou ses propres immeubles bâtis sur des parcelles dont il était le détenteur exclusif. Donc ça a été aussi quelque chose qui a changé la donne au niveau des propriétaires après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu 6 copropriétés qui ont été créées après ce remembrement. On a donc les tableaux, enfin on peut les identifier encore avec les parcelles. Hein, c'est l'îlot 14, le 4, le 9, le 8, le 16, avec des superficies, etc. Donc, ce qui est important, c'est que ce regroupement, ce remembrement, a été l'occasion également d'améliorer les propriétés, donc les mettre en conformité aux conditions d'hygiène et de salubrité, on en parlait déjà à l'époque, voulues par les professionnels de la ville et imposées par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que c'était aussi un moyen de reloger les sinistrés. Ah oui, alors ça c'est pas mal aussi. Donc on a vu qu'il y a eu plusieurs architectes qui se sont succédés.
Donc le plus connu, c'est Zavaroni, hein, qui a été, je crois, je l'ai lu quelque part, mais je crois qu'il a eu un Grand Prix de Rome. Donc, ah oui, Otello Zavaroni, architecte d'EPLG à Paris et Grand Prix de Rome. Donc c'est lui vraiment qui a mis les choses en place, en tout cas, qui a été l'acteur principal. Et il a recruté plusieurs architectes à qui il a attribué des lots. Donc lui, il supervisait la reconstruction d'Yvetot et il a nommé d'autres architectes, donc je les ai retenus. Donc il y avait Barbe ou Barbé, qui était en charge de 3 îlots, le 1, le 5, le 14. Il y avait Vakontsin, Camas, Turc, Compère, voilà. Donc certains avaient plus d'îlots que d'autres, pourquoi je ne sais pas. Certains avaient un seul îlot à refaire et le plus c'était 1, 2, 3, 4, 5 îlots. Voilà. Donc, et c'est là aujourd'hui qu'on voit la configuration du centre-ville tel qu'il est, c'est-à-dire un rez-de-chaussée plus 1 voire 2 étages, donc c'est-à-dire 3 niveaux au maximum, avec les commerces en rez-de-chaussée qui donnent dans les rues principales, avec un étage, plus éventuellement un étage sous comble, éclairé par des lucarnes. Ce qui change, c'est qu'on a les façades aujourd'hui en pierre porteuse, hein, et non pas en colombage, comme on peut avoir dans les villes normandes. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Et surtout avec des lignes plancher-béton apparentes qui forment des bandeaux horizontaux séparant les différents niveaux. Et avec un béton, ce qu'ils appellent, donc ils appellent ça le béton avec granulat apparent. Hein, aujourd'hui, on parle de béton désactivé, mais j'ai trouvé ça granulat apparent, donnant une couleur rosée au béton, sauf les arêtes qui, elles, ont été laissées brutes pour avoir ces différents jeux de couleurs. Je trouvais ça intéressant. Et les toitures, donc ils appellent ça des toitures à croupe et égouts retroussés, avec des tuiles plates. Alors, ce qui est drôle, enfin, je trouvais ça intéressant aussi, c'est que la hauteur des toitures résulte du fait que seule la hauteur des façades était limitée. Alors, la hauteur dans le plan d'urbanisme, ouais, dans les obligations d'urbanisme. Seule la hauteur de la façade était limitée, je crois que c'était par rapport à la largeur de la rue, ça ne devait pas dépasser la largeur de la rue. Mais il n'y avait pas de limitation pour la toiture, et ce qui explique que les toits sont assez hauts, hein, pour gagner en zone habitable. Et voilà, je trouvais ça assez intéressant. Juste sur le béton rosé c'est le béton qui est utilisé aussi au Havre dans le centre-ville reconstruit et qui a permis au Havre de candidater pour le classement UNESCO. Ce béton rosé, il a différentes teintes, du rosé au gris, etc., en fonction de la densité du granulat. Et donc, voilà, nous, à Yvetot, on est comparable au Havre, c'est une ville reconstruite UNESCO. Et alors, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'à l'origine, les toits étaient prévus en ardoise. Mais, étant donné la situation, il y avait une pénurie d'ardoise en France à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a des tuiles plates. Hein. Mais ce n'était pas ce qui était prévu à l'origine. De même que la brique, on ne pouvait pas en fabriquer de façon en quantité suffisante. Ce qui fait qu'on a opté pour la pierre de taille, comme Caudebec, comme d'autres villes normandes. C'était des matériaux normands, la pierre de taille et puis les tuiles. Alors, normand, oui, mais pas de Seine-Maritime. La pierre de Caen, non? La pierre de Caen, voilà. D'accord. Et les tuiles, j'imagine qu'on ne faisait pas venir le tuffeau de... Et les tuiles, on sait, non? Comment? Les tuiles, on sait? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc là, il est redit, ce qui est intéressant, la hauteur des bâtiments fut subordonnée à la largeur des rues. Elle fut donc limitée à 2 étages, droits, habitables. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer les lucarnes. Hein, il y a ce qu'on appelle des lucarnes à croupe, c'est-à-dire les lucarnes toutes simples. Et on a des lucarnes un peu plus travaillées, qu'on appelle des lucarnes frontons, où là, le socle est un peu plus... voilà, ce qu'on voit les lucarnes en haut à gauche, là, c'est des lucarnes frontons, alors qu'on a des lucarnes à croupe juste à côté. Ça, c'est une croupe. Voilà.
vais devenir champion de la lucarne. Et après, on a une troisième sorte de lucarne à Yvetot qu'on appelle la grande lucarne à croupe, 2 baies jumelées. C'est-à-dire 2 fenêtres en fait. Voilà. Donc sans doute pour encore accentuer l'entrée de lumière dans les greniers. C'était certes, il fallait reloger, il fallait reconstruire, mais ça a été aussi de revoir le fonctionnement, donc avec des tracés qui ont été détournés, et d'améliorer la qualité de vie, l'hygiène surtout, hein, égouts, etc. Et en même temps de ne pas se couper du passé avec le lien fort qui était avec le lien fort avec le marché. Ça, c'est quelque chose qui est resté. Le marché, Le marché, voilà. Donc, les architectes ont réussi à la fois à détourner, à dériver certaines rues, à redéplacer certains îlots, mais en gardant un cœur de ville, en laissant une place au marché. Voilà. C'est ce qui me paraissait important de garder.